Qui aurait pu croire que l'Ouganda parle un jour d'ouverture de son ambassade à Jérusalem? Le même Ouganda d'Amin Dada qui accueillait sur le tarmac d'Entebbe l'avion d'Air France détourné par les terroristes du FPLP en 1976. Qui aurait pu croire qu'un jour le Soudan à la solde de l'Iran sous le règne d'Omar al-Béchir puisse entrevoir une normalisation de ses relations avec Israël? Ironie de l'histoire, ce sont désormais les Palestiniens qui se sentent isolés. Mahmoud Abbas menace de stopper toute coopération sécuritaire avec Jérusalem, mais ne passe pas à l'action. Au contraire du Hamas qui lui menace et tire plus d'une quinzaine de roquettes et plusieurs dizaines de ballons piégés ces derniers jours. Une escalade, la énième du genre ces derniers mois, et donc en embuscade. Une escalade des mots et des armes également entre l'Iran et les États-Unis qui se poursuit. Nous nous sommes entretenus exclusivement avec l'un des imams chiites les plus éminents des États-Unis. Nous en parlerons également avec Dalia Al-Akidi, candidate républicaine au Congrès d'origine irakienne, qui défie Ilhan Omar, proche du BDS. Alors, depuis cette visite entre Benyamin Netanyahou et le président Al-Bourhan, le président du Conseil de souveraineté, comme on l'appelle, au Soudan, a confirmé cette visite avec Benyamin Netanyahou et il a avancé pour lui défendre les intérêts nationaux de son propre pays, du Soudan. Comment en est-on arrivé là? Comment le Soudan, d'hier proche de l'Iran, est devenu presque proche d'Israël? Regardez ce sujet préparé par Ayaan Ménage. On en parle juste après avec notre invité. Juin 1967, la guerre des 6 jours éclate. À Khartoum, des milliers de Soudanais marchent dans les rues en soutien aux pays arabes en conflit avec Israël. Très majoritairement musulman, le Soudan se sera toujours aligné avec les pays arabes de la région. Ce fut le cas dès 1948. Khartoum entre alors officiellement en guerre avec l'État hébreu. Des soldats soudanais sont envoyés sur le front égyptien. Au pouvoir pendant 30 ans, le président déchu Omar el-Béchir a accusé à plusieurs reprises Israël d'avoir mené des opérations sur son sol, notamment des frappes contre des entrepôts militaires. Khartoum sert alors à l'Iran de plateforme pour transférer des armes au Hamas. Israël est un État agresseur et il est temps que cet État trouve un pays qui le dissuade. Par la volonté d'Allah, Israël est terrifié par l'émergence des pionniers des nations islamiques. Et pourtant, quelques années plus tard, des contacts discrets émergent. Le gouvernement soudanais évoque une normalisation de ses relations avec Israël en échange d'une levée des sanctions américaines contre Khartoum. Mais c'est sans doute la révolution soudanaise et la destitution du président Omar el-Béchir en avril 2019 qui auront facilité un rapprochement entre les deux pays. Révolution qui aura également ravivé le débat sur l'application de la charia dans le pays. En avril dernier, Abdel Fattah al-Bourhan devient le nouvel homme fort du pays. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'entretient aucun lien connu avec le mouvement islamique. Uri Halperin, ancien attaché militaire israélien à l'OTAN et surtout ancien conseiller renseignement du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Tout d'abord, avez-vous été surpris par cette rencontre entre Benyamin Netanyahou et le président du Soudan? Bonsoir, la réponse est non. On constate des changements drastiques au Soudan ces dernières années et je peux vous dire que les prises de contact avec les Soudanais ne sont pas nouvelles pour moi. On peut dire que depuis plus d'une dizaine d'années, et après de multiples opérations israéliennes contre des trafiquants d'armes sur le sol soudanais, le Soudan a changé de cap et s'est éloigné des Iraniens. En ce sens, cela a ouvert la porte à une amélioration des relations en sous-main entre Israël et le Soudan. Uri Halperin, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire que les contacts existaient déjà au moment où vous étiez en poste, toujours au bureau du Premier ministre? Il faut préciser qu'au cours de la période de règne du précédent président Omar el-Béchir, il n'y avait aucune place pour des relations entre le Soudan et Israël. Mais il y a un mais. À partir du moment où la politique soudanaise à l'égard de l'Iran a évolué et que les Soudanais ont décidé de se rapprocher de l'Occident, je peux confirmer, comme je vous l'ai dit, qu'il y a eu des prises de contact entre Israël et le Soudan ces dernières années. Je parlerai de prises de contact visant à se rapprocher d'Israël. Pourquoi Israël avait tant intérêt à se reprocher finalement du Soudan? Le Soudan est un pays important dans ce secteur, un maillon crucial dans l'axe du mal contre Israël, et ce depuis la création de l'État. Et oui, extraire le Soudan de cet axe rejoint les intérêts israéliens.
Israël souhaite étendre les liens qu'elle entretient avec des pays musulmans, y compris ceux qui se situent sur le continent africain. Je vous rappelle que c'est l'un des objectifs que s'est fixé publiquement Benyamin Netanyahou. Mais écarter l'Iran de ses positions au Soudan a été et reste l'un des objectifs d'Israël depuis des années. Et je peux confirmer que ce processus a bien été entamé. Comme je l'ai dit, depuis 2016, le Soudan comprend que les moyens de sortir du groupe des États qui soutiennent le terrorisme passent par un éloignement plus concret avec l'Iran. Il est indéniable qu'il y a aussi une manière pour Israël de se positionner comme un pont entre le Soudan et les États-Unis. Il y a aussi une volonté de la part d'Israël d'isoler les Palestiniens de ces pays qui les soutiennent ouvertement. Je vous rappelle que le Soudan s'est opposé publiquement au plan du deal du siècle présenté la semaine dernière, mais trouve le temps de rencontrer Benyamin Netanyahou, ce qui nous indique que les intérêts nationaux et stratégiques du Soudan sont plus importants que la cause palestinienne. Je n'oublie pas non plus l'actualité électorale en Israël qui pourrait expliquer le moment choisi pour révéler une telle rencontre. Uriel Perrine, lorsque vous dites que les Iraniens sont au Soudan, de quels Iraniens s'agit-il et surtout, que viennent-ils chercher au Soudan ? Je dirais que l'Iran a vu dans le Soudan, un couloir qui le mène vers notre région, vers Israël et la Syrie. Il conserve bien évidemment cette route, plus rapide, en passant par l'Irak, pour arriver ici. Mais l'Iran a choisi de placer le Soudan au cœur de ce trafic d'armes et de missiles en direction de Gaza. C'est la raison pour laquelle les Iraniens qui gèrent ces trafics d'armes au Soudan, je parle des gardiens de la révolution sous le contrôle de Qassem Soleimani, ont été très actifs ces dernières années dans le trafic et le transfert d'armes d'explosifs. Uriel Perrine, ça sera ma dernière question. J'ai cru comprendre que les Émirats arabes unis avaient aidé à cette rencontre entre Benyamin Netanyahou et Al-Bourhan. Est-ce que la CIA et le Mossad ont joué un rôle également ? Une rencontre entre deux leaders ne commence ni ne se termine par une visite ou un rendez-vous improvisé. Il y a toujours en arrière-plan des contacts diplomatiques et opérationnels entre les services de renseignement qui opèrent en amont dans la plus grande discrétion. Ce sont eux finalement qui préparent la rencontre. J'ai du mal à croire que la rencontre entre le Premier ministre Benyamin Netanyahou et son homologue, le président soudanais, ait été organisée de manière improvisée. Il est donc certain que cette prise de contact a été soigneusement étudiée et planifiée, et de ce que je pense et surtout de ce que je sais, en totale coopération entre les services que tu as évoqués, le Mossad, la CIA, le ministère des Affaires étrangères israélien et le bureau du président soudanais. Et bien sûr, en étroite collaboration avec la Maison-Blanche. Merci Uriel Perrine. Je rappelle que vous êtes ancien attaché militaire d'Israël à l'OTAN et surtout ancien conseiller renseignement au bureau du Premier ministre auprès donc de Benyamin Netanyahou. Merci à vous. Ce qui nous amène à vous, c'est à Nicole. Bonsoir. Bonsoir Mathias. Alors, on vient de le voir, il y a eu cette rencontre, certes, il y a ce début de normalisation entre le Soudan et Israël, mais ça ne plaît pas aux Palestiniens, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Palestiniens qui condamnent très largement cette rencontre en début de semaine entre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le dirigeant du Soudan. Ils déplorent aussi que cet entretien se soit passé à un moment pas très propice pour les Palestiniens, puisque c'est quelques jours après que le plan de paix américain ait été dévoilé par Donald Trump. Et pour eux, c'est carrément un coup de poignard dans le dos. Les mots sont forts. Regardez la déclaration du secrétaire général de l'OLP. Cette rencontre est un coup de couteau dans le dos du peuple palestinien au moment où l'administration du président Donald Trump et le Premier ministre israélien Netanyahou tentent de détruire la cause palestinienne. Une normalisation donc des relations entre Israël et le Soudan qui passe très très mal côté palestinien. Alors, Mahmoud Abbas menace de cesser toute coopération sécuritaire avec Jérusalem, mais qui ne passe pas à l'action. Au contraire, du Hamas qui, lui, en revanche, menace et agit. Exactement, des nouvelles roquettes qui se sont donc abattues dans le sud du pays. Au total, c'est 3 roquettes précisément dans la nuit de mardi à mercredi qui ont donc été lancées, tirées en direction notamment des localités du sud d'Israël et de cette localité de Netivot. Fort heureusement, ces roquettes ont atterri dans des terrains vagues. Quelques blessés légers plutôt en état de choc. L'armée israélienne qui a évidemment riposté en visant des positions terroristes, des positions du Hamas dans le sud du territoire palestinien.
palestiniens et notamment des sites de production d'armes. Plus tôt dans la journée, c'est près d'une 50aine de ballons explosifs qui ont été lancés. Alors heureusement, là encore, ces ballons explosent dans le ciel, mais ça fait évidemment des mouvements de panique et ces alertes et ces roquettes, eh bien, c'est maintenant le quotidien depuis près d'une semaine, donc des habitants du sud du pays. Une semaine donc depuis après l'annonce après que Donald Trump ait donc dévoilé le plan de paix américain, un plan de paix que l'on sait qui est très largement rejeté par les Palestiniens. Et qui défie toute logique malgré les mesures d'allègement avancées et annoncées et appliquées par l'armée israélienne auprès de la bande de Gaza. Merci Océane Nicole, toujours aussi précise. Et du sud, on passe au nord, vous allez le constater dans ce reportage que nous avons tourné avec Daniel Bock. Le Hezbollah reste positionné à la frontière pour l'armée israélienne. Tous les scénarios sont envisageables, regardez. À quelques mètres à peine de la frontière avec le Liban, le lieutenant-colonel Eyal se dirige vers ce hangar. Une fois le cadenas levé, derrière cette porte en métal, à l'intérieur, ce qui ressemble à une bouche d'égout. En réalité, dans ce trou, la porte de sortie d'un tunnel creusé par le Hezbollah. Nous avons annihilé le programme de construction de tunnels offensifs du Hezbollah à l'intérieur du territoire israélien, ce qui de facto nous a permis de torpiller le plan stratégique du Hezbollah. Un an après la publication de son programme Protection du Nord, l'armée israélienne vient d'annoncer qu'elle avait développé une nouvelle technologie capable, à l'aide de capteurs sensoriels, d'empêcher le Hezbollah de construire des nouveaux tunnels. Il y a un certain nombre de tunnels à l'intérieur du territoire libanais que nous suivons de près, mais nous comprenons que le Hezbollah ne met pas à application son programme stratégique. Je ne peux pas rentrer dans les détails ni dire de quelle technologie il s'agit ici, mais elle est censée donner une réponse immédiate à tout tunnel du Liban vers Israël. Cela fait plusieurs années, selon cet officier supérieur, que l'armée israélienne surveille les activités souterraines du Hezbollah. Je suppose que le Hezbollah retient les leçons de ce qu'il s'est passé, essaye de comprendre si ça vaut le coup financier de continuer à creuser ou s'il se dirige vers d'autres types d'actions. Comme vous venez de le constater, il a fallu plusieurs secondes à cette pierre pour toucher le sol. Plusieurs dizaines de mètres ont été creusés à même la roche à l'intérieur du territoire israélien par le Hezbollah. C'est selon cet officier supérieur de l'armée israélienne qui dirige les lieux, le Hezbollah ne construirait plus ce type de tunnel, mais pour autant, la menace reste toujours aussi présente. Le temps de refermer la sortie du tunnel, le lieutenant-colonel Eyal nous montre les différentes mesures défensives mises en place par l'armée israélienne à cette frontière, notamment ce mur de plusieurs mètres de haut, construit de manière intensive au cours des 2 dernières années. Il protège la ville frontalière de Metula, des bastions du Hezbollah de Kfar Kila et de Hadaïsit Marjayoun. Un Hezbollah qui reste, pour l'heure, plutôt inactif. Nous n'avons aucun problème avec ça. Nous n'allons pas déclencher d'opération, mais nous devons avoir un coup d'avance. Je pense que la neutralisation de sa stratégie de tunnels offensifs a déjoué ses plans. C'est pourquoi le Hezbollah doit revoir ses plans. Faut-il pour autant se cacher derrière un mur, des nouvelles technologies, des systèmes de défense perfectionnés, pendant que le Hezbollah, lui, continue de menacer, surtout depuis l'élimination de Qassem Soleimani par les États-Unis. Si le Hezbollah décide de nous lier à cette affaire et qu'il veut atteindre des civils ou des militaires israéliens, nous réagirons avec force et sévérité et nous frapperons ceux qui tenteront de nous frapper. Traduction, l'armée israélienne ne compte pas initier d'opérations en terrain ennemi. Et pour autant, une présence militaire renforcée, des dizaines d'entraînements, des mesures de protection sans précédent. Impossible de prévoir l'avenir à ce stade. Mais le spectre d'une 3e guerre du Liban plane sur cette région frontalière. J'étais dans la région de New York, ça vous le savez, il y a 2 semaines, pour tourner un long reportage sur les attaques antisémites. Et j'en ai profité, vous allez voir sur ces images, pour rencontrer l'un des imams chiites irakiens les plus éminents aux États-Unis. Il nous a accordé, dans sa mosquée, un long entretien exclusif où nous revenons sur les dernières tensions entre l'Iran et les États-Unis, l'élimination de Qassem Soleimani
Et de manière étonnante, vous allez entendre, des attaques antisémites aux États-Unis. Regardez. Cheikh Sahlani, merci beaucoup d'être mon invité pour ce numéro de défense. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'idéologie chiite aux États-Unis? L'idéologie chiite aux États-Unis est la même que n'importe quelle autre idéologie chiite, surtout selon l'ayatollah al-Sistani, qu'Allah lui accorde une longue vie. Nous ne croyons en aucune violation. Nous devons obéir aux lois du pays dans lequel nous vivons. L'ayatollah al-Sistani ne permet pas aux fidèles chiites d'avoir recours à la violence et d'enfreindre les lois du pays dans lesquelles ils sont établis. Donc nous n'avons pas de programme particulier. Nous donnons juste des conseils à notre peuple pour qu'il vive en paix et sans violence avec les autres. Depuis l'opération américaine qui a conduit à la mort du général Qassem Soleimani, la violence a repris entre les États-Unis et l'Iran. Et on a notamment pu entendre de la part des Iraniens « Nous mettrons le feu à votre terre ». Qu'est-ce que ça vous évoque, cette phrase? Je trouve ça malheureux que l'Irak soit devenu le champ de bataille entre les États-Unis et l'Iran. C'est vraiment fâcheux. Aujourd'hui, l'Irak est un pays affaibli, parce que d'un côté, il dépend des pays voisins, et d'un autre côté, il dépend aussi de l'aide internationale. Et la majorité des hommes politiques irakiens ne veulent pas que leur pays devienne un champ de bataille entre les États-Unis et l'Iran. Beaucoup de personnes estiment qu'il est intolérable et inacceptable juridiquement de tuer un invité de l'Irak sur le sol irakien, de tuer la personne en charge des Hadji el-Shabi en relation avec l'armée en Irak. C'est inacceptable pour une majorité des Irakiens. C'est pour cette raison que le Parlement irakien a voté pour que toutes les forces internationales se retirent d'Irak, dans le but d'éviter ce conflit et de limiter le nombre de victimes sur le sol irakien. Donc cela a été un événement malheureux. Et quand nous avons appris ce qui s'était passé, nous nous sommes dit que cela provoquerait une guerre. Et si une guerre venait à éclater, nous savions que l'Irak ne serait pas le seul pays à brûler. En cas de guerre, toute la région allait s'embraser. Et il y aurait de nombreuses victimes, aussi bien côté américain que pour tous les pays qui enverraient des troupes en Irak. Donc cela serait un désastre. Mais quand les États-Unis et l'Iran sont en guerre et que l'Iran menace les États-Unis de passer à l'acte sur leur propre sol, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Quelle est votre première réaction? Premièrement, l'Iran n'agira jamais contre les États-Unis sur leur propre terre, parce que l'Iran a des capacités très limitées et qu'elle est géographiquement très éloignée. Le taux de probabilité pour que l'Iran attaque les États-Unis à domicile est inférieur à 1%. J'en suis persuadé. Si l'on en croit l'histoire de l'Iran et ses capacités, cela n'arrivera jamais. Mais si jamais cela se produit, ce sera très triste pour les chiites, mais aussi pour tous les Américains, car les pertes seront très lourdes. Ça vous fait peur un scénario comme celui-là? Parce que vous serez stigmatisé. Je n'ai pas vraiment peur, parce que comme je vous l'ai dit, je pense que cela n'arrivera pas. Et si l'on s'en réfère à l'histoire du mouvement iranien, il n'a jamais commis de violation en dehors de son pays. Cela ne s'est jamais produit, du moins, de ce que je sais, les Iraniens n'ont jamais attaqué en dehors de leurs frontières. Quel est le type de vos rapports avec les communautés chrétiennes et juives à New York? Le centre où nous sommes a ouvert ses portes et est en activité depuis plus de 30 ans et tout le monde y est le bienvenu. Nous avons de nombreux amis de religions différentes, des chrétiens, des juifs, et nous recevons beaucoup de visiteurs qui viennent ici pour voir comment nous prions, quelles sont nos activités. Nous accueillons tous les gens qui travaillent en paix et pour la paix. Nous n'avons pas de problème avec aucun citoyen américain. Est-ce que vous diriez que l'idéologie chiite aux États-Unis est en bon terme avec les autorités?
Absolument. Avant toute chose, en tant que New-Yorkais, nous n'avons aucun problème avec les autorités. Cela fait 30 ans que je suis ici et nous n'avons jamais rencontré le moindre problème. Ils viennent nous voir, nous allons leur rendre visite. Par exemple, nous avons des réunions avant le Ramadan pour toutes les mosquées avec le département de police de New York. Quand ils sentent que la communauté musulmane est menacée et pourrait être victime d'un attentat, la police envoie des hommes pour surveiller nos lieux de culte et nous protéger. Donc nous n'avons vraiment aucun problème avec les autorités. Two last questions. Une question concernant les attaques contre les Juifs à Jersey City, par exemple. Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que ce genre d'événement qui vise une religion vise toutes les religions? Nous détestons vraiment ce genre de crime basé sur la race ou sur la religion. Nous sommes contre. Chaque individu mérite le respect, a le droit d'être libre et a le droit de pratiquer sa religion. Et nous vivons dans ce pays avec ce postulat. Tout le monde est libre d'avoir sa propre religion et sa propre culture. Donc nous désapprouvons ces attaques. Cela nous blesse. N'importe quelle attaque contre n'importe qui nous fait du mal, surtout si elle est perpétrée par un musulman. Parce que ça sera la communauté musulmane tout entière qui sera accusée pour ce crime. Donc ces attaques contre les Juifs, que ce soit celles de Jersey City ou de New York, portent préjudice à tout le monde, car les victimes sont des gens innocents, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui sont libres de pratiquer leur religion. Nous condamnons toute attaque contre qui que ce soit. Une dernière question, rapidement. Si vous aviez un message à faire passer aux dirigeants iraniens et américains, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire en un mot? En un mot, je leur dirais de nous laisser être un peuple avisé. Laissez-nous utiliser notre sagesse pour régler ce problème. Ce n'est pas à l'armée de le faire. Elle ne fera que provoquer des combats de toutes parts. C'est grâce aux activités politiques et à des actions pleines de sagesse émanant des deux camps que ce problème sera résolu. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Alors on continue d'Ali Al-Akidi. Bonjour, chez vous, vous êtes journaliste de formation d'origine irakienne et vous êtes candidate républicaine aux prochaines élections du Congrès en novembre 2020 et vous vous présentez contre une certaine Ilhan Omar dans l'État du Minnesota. La démocrate est proche du BDS. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Eh bien, je suis une Américaine qui croit qu'Ilhan Omar a causé des dommages irréparables à l'État du Minnesota et au pays de manière générale, en utilisant une rhétorique antisémite, de haine, de racisme. Et en tant que citoyenne américaine, c'est mon devoir de faire quelque chose contre ça. La raison pour laquelle j'ai décidé d'être candidate au Congrès, c'est parce que l'attitude et les accusations que profère Ilhan Omar contre tous ceux et celles qui la critiquent ne sont pas acceptables. Elle parle d'islamophobie, d'anti-immigration, anti-réfugiés, anti-ci et anti-ça. Nous avons des parcours similaires, nous sommes toutes les deux musulmanes, nous sommes toutes les deux d'anciennes réfugiées, et pourtant nous sommes catégoriquement différentes. La vraie différence entre nous, c'est que j'aime les États-Unis et qu'elle ne les aime pas si l'on se base sur ses actions et ses déclarations. Est-ce que vous pensez que ce sont des arguments qui sont entendus par vos potentiels électeurs, le tout sauf Ilhan Omar? Les habitants du district du sud du Minnesota sont lassés, fatigués d'une personne qui diffuse de la haine et du racisme au cœur de la société. Les citoyens et les résidents de ce district préféreraient quelqu'un qui travaille pour eux. Ilhan Omar n'a rien fait concrètement pour les habitants de la région. Elle n'a fait que passer son temps à avancer son propre agenda au niveau international plutôt que dédier son temps aux personnes qui ont voté pour elle. Et je pense que oui, les gens vont être réceptifs à mon message et ils le sont déjà. L'imam Sahrani me disait à l'instant qu'il était inacceptable que les États-Unis aient tué Soleimani en Irak, un invité de l'Irak comme il l'a qualifié. Une élimination qui a été également contestée par votre adversaire Ilhan Omar. Qu'en pensez-vous?
La première des choses à laquelle je pense, c'est de remercier le président Trump d'avoir pris cette décision et d'avoir opéré sur la base des menaces proférées par l'Iran qui a également visé et mortellement atteint des cibles américaines. Qassem Soleimani est responsable de la mort de plusieurs centaines de citoyens américains et des milliers d'Irakiens. Je ne comprends pas comment on peut s'insurger de la mort d'un tel terroriste brutal et cruel. Vraiment, je ne peux pas comprendre et accepter qu'on puisse être choqué par sa mort. Qassem Soleimani était un terroriste qui menaçait des citoyens et des cibles américaines à travers le monde. Il a tué des personnes en Irak, en Iran, au Liban, via ses milices et son proxy, le Hezbollah. Dalia Al-Akidi, vous êtes née en Irak? Oui, je suis née en Irak, de mère et de père irakiens. Est-ce que pour autant, si vous êtes élu au Congrès, vous allez militer en faveur d'une normalisation des États arabes avec Israël? Oui, assurément. Cela fait partie d'ailleurs du deal du siècle. C'est un élément essentiel de cet accord, selon lequel les États arabes, musulmans et Israël vont devoir normaliser leurs relations et consolider leurs relations. Nous avons déjà vu de certains pays et gouvernements musulmans qu'ils accueillaient favorablement ce plan en vue d'établir de nouvelles relations avec Israël. C'est le premier pas vers une paix régionale. Cela fera donc partie de votre agenda? Oui, c'est certain. Je ferai tout ce qui peut être fait pour servir les intérêts de mon pays. Dalia Al-Akidi, vous avez couvert les zones de guerre en Irak, vous étiez également à Beyrouth, vous avez couvert le Hezbollah. En clair, vous aimez l'aventure? Vous savez, je suis une journaliste et vous le savez autant que moi, les journalistes vont là où ils doivent être. Oui, j'ai couvert des zones de guerre, j'étais au Liban où j'ai couvert les actions du Hezbollah, j'étais en Irak, non loin des milices paramilitaires. Vous savez, quand on est journaliste, on se doit d'aller n'importe où et ce, peu importe le danger sur place. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce qu'il fallait faire. Dalia Al-Akidi, je vous le dis cette fois en arabe, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. L'occasion pour moi également de remercier Marie Gentric, notre correspondante aux États-Unis, pour avoir aidé à l'organisation de cet entretien avec Dalia Al-Akidi, candidate donc républicaine au Congrès dans l'État du Minnesota. Ce numéro de défense est terminé. Retrouvez tout au long de la semaine le magazine sur notre antenne, mais également sur notre site. Bonne semaine à tous et à toutes sur iTunes France.